Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Nouvelle interpellation aux États-Unis. Cette fois, c'est un danseur d'un groupe marquisien qui transportait 3,5 kg d'ice. En 4 mois, ce sont déjà 30 kg d'ice qui ont été saisis. Teano Kojan pourra rouvrir sa pharmacie à Bora Bora. Les textes ont été modifiés à l'Assemblée de la Polynésie. C'est la fin d'un bras de fer judiciaire de presque 3 ans. L'alerte de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Un épisode massif de blanchissement des coraux est observé à travers le monde, menaçant la survie des récifs. La Polynésie n'est pas épargnée. Et puis manger mieux, manger sainement, tout en se faisant plaisir, c'est le défi que se sont lancés Valérie Muller et Annabelle Montenot-Robert. Elles sortent le 2e opus de leur livre Flexifood. L'auteur des textes et des recettes nous donnera quelques clés tout à l'heure. Valérie Muller est notre invitée ce soir. Le monde de la danse, une fois de plus entaché par une affaire d'ice. Un danseur d'un groupe marquisien a été intercepté aux États-Unis avec 3,5 kg de méthamphétamine en sa possession. Les forces de l'ordre américaines l'ont arrêté à l'aéroport de Los Angeles. En Polynésie, l'affaire a été confiée à l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. Caroline Fary, Marcel Bonneau. Oh, il a cherché la main. Celui qui cherche la main, il va trouver la main. Très en colère, le chef du groupe de danse marquisien. La tournée de 2 semaines en Californie a viré au drame. Un de ses danseurs, pris la main dans le sac, espérait passer plusieurs kilos d'ice vers la Polynésie, malgré ses avertissements. Ce qui est important pour moi, de ne pas toucher la drogue, les calolo, les ice et tout ça, quoi. Parce que là, ce qu'il a fait, il est en train de salir peut-être le nom de mon groupe. Donc, je ne suis pas d'accord. Le danseur d'origine wallisienne, âgé d'une 30aine d'années, est toujours retenu aux États-Unis. Son avenir dépendra des autorités américaines. Pour des raisons, là aussi, de coopération, certains, selon les services qui les ont interpellés à Los Angeles, restent aux États-Unis et sont jugés par les Américains. D'autres, en revanche, par l'information, nous sont renvoyés et ils sont jugés à l'arrivée au Fénois. Je ne pourrais pas vous dire un chiffre exact, mais c'est quand même plusieurs unités. L'affaire s'ajoute aux nombreuses prises déjà réalisées par l'OFAST depuis le début de l'année. Un constat d'autant plus inquiétant que pour chaque saisie d'ice, les quantités échappées sont importantes. En 2023, environ 24 kg d'ice avaient été saisis. Échappées sont importantes. En 2023, environ 24 kg d'ice. Encore une fois, si vous prenez le nombre de kilos saisis, il faut ce qu'on appelle compter aussi les quantités échappées, celles qui n'ont pas été saisies. Pour 7 kilos, on peut imaginer qu'il y en a une douzaine qui passent. Le trafic d'ice touche aujourd'hui tous les secteurs de la société polynésienne. Face à son attrait économique, certains dealers déjà condamnés n'hésitent même plus à récidiver. Et puis sachez que l'affaire dite du Liberty, également sur fond de trafic d'ice, fera l'objet d'un procès les 13 et 14 mai au tribunal correctionnel. L'affaire remonte à 2022. 6 personnes avaient été mises en examen et placées en détention provisoire. L'une d'entre elles est décédée entre-temps. Une chasse à l'homme avait eu lieu avec des tirs de fusil à pompe en plein Papeete. Le trafic d'ice sera l'un des sujets que nous aborderons avec Serge Puccetti, directeur des douanes. Il sera l'invité de la matinale radio demain. Et puis, justice toujours, selon Tahiti Info, le parquet de Papeete a ouvert une enquête pour blessure involontaire après l'attaque de 3 coureurs par des chiens samedi au Mont-Marau. C'est la fin d'un bras de fer judiciaire qui aura duré près de 3 ans entre le tribunal administratif et le jeune pharmacien polynésien Teano Kojan. Jeudi dernier, l'Assemblée de Polynésie a voté un projet de loi de pays modifiant la réglementation relative à la création de pharmacies. Souvenez-vous, Teano Kojan s'était vu contraint de fermer son officine située à Amanahune, à Bora Bora. Mélodie Uhilamo Afasione, Lorenzo Barama. La nouvelle a été accueillie avec soulagement à Bora Bora. La pharmacie Teora, fermée par décision du tribunal administratif depuis février, peut désormais rouvrir en toute légalité cette fois-ci. L'Assemblée de Polynésie française a validé le projet de loi pays sur l'installation des officines en précisant les conditions d'implantation. La population de Bora Bora est nombreuse et puis c'est essentiel également pour nous, donc c'est important pour nous et puis c'est un besoin réel surtout, c'est véritablement un besoin pour la population. Donc une pharmacie c'est bien, 2 pharmacies c'est encore mieux.
Du côté du syndicat des pharmaciens, on n'est plus rassuré quant à la protection de la profession. Ces derniers ont contribué à l'amélioration du texte de loi en proposant un amendement pour éviter les dérives. Le texte n'a rien changé pour les conditions de création d'officines, mais juste au niveau des sites d'implantation, au niveau du site d'implantation, c'est qu'on va pouvoir maintenant ajuster l'endroit où on va pouvoir créer une pharmacie par rapport au flux de population où il y a du monde, ce qui est plutôt logique puisqu'il y a une demande de la population à ce niveau-là. En fait, on a réadapté à la réalité de terrain et du besoin de soins. Ça a été une évolution réglementaire issue d'une décision de justice qui avait entendu ça de manière très limitative. Des ouvertures d'officines sont d'ores et déjà prévues avec cette réactualisation de la réglementation. De nouveaux dossiers ont été déposés. En Polynésie française, il y a 48 pharmacies pour près de 300 000 habitants. Voilà, image signée Mirko Vanfo et Tamatoa Terorotua. Après le décès du roi autoproclamé Pakumotu, une autre organisation se met en place avec le Hauhui-Al'i de Tahiti et des îles, dont le roi serait cette fois Marcel Poetei. Une cinquantaine de personnes au marché du siège situé sur l'avenue Maréchal Foch vers le tribunal foncier. Elles se sont arrêtées devant l'Assemblée, demandant une rencontre avec le haut-commissaire pour avoir des explications sur leur expulsion du terrain militaire à côté du parc Bougainville, futur centre de mémoire pour le nucléaire. Ces chiffres de l'Institut de la statistique, ce mois de mars, l'indice général des prix à la consommation augmente de 0,8%. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des prix des produits alimentaires, portée par l'augmentation des prix des produits de la mer. La cherté de la vie, justement l'un des thèmes abordés le 1er mai. Les représentants des syndicats du pays se sont retrouvés au CESEC cet après-midi pour une deuxième réunion préparatoire avant le traditionnel rendez-vous avec le gouvernement. 5 points de revendication ont été retenus par l'ensemble des syndicalistes. La vie chère, mais aussi l'augmentation des salaires, la caisse chômage, l'emploi local et la protection sociale généralisée. Les précisions du secrétaire général de la CSTPFO et président du conseil d'administration de la CPS. Il répond au micro de Mélodie Ouhilamoa Fassionné et Mirko Vanfo. Certains principaux, on peut deviner, c'est la PSG, l'augmentation du salaire, la cherté de la vie, la caisse de chômage, parce qu'en ce moment, il y a des sociétés qui perdent leurs salariés, et puis ça fait des familles dans la souffrance, essentiellement la cherté de la vie, et puis après, ce sont l'emploi local et les entreprises locales, parce qu'avant, les syndicats protégeaient l'emploi local, mais maintenant, il faut protéger les entreprises, parce que visiblement, si on continue comme ça, beaucoup d'entreprises sont dans les difficultés financières. Jeux Olympiques Paris 2024, J-100. Après l'allumage de la flamme hier en Grèce, tout s'accélère. La Polynésie française est le seul territoire des Outre-mer à accueillir une épreuve des JO. L'État a rappelé cet après-midi qu'il assurera la sécurité des entraînements et de la compétition. Et il soutient le pays dans le financement d'infrastructures durables. 832 millions de francs sont investis. Et puis les JO vont permettre aussi toute une programmation artistique et culturelle. Écoutez le haut-commissaire Eric Spitz au micro de Marcel Bonneau. C'est nos trois couleurs nationales qui représentent il y a un certain nombre de symboles liés à la fraternité, aux Jeux. On y voit la planche de surf qui symbole Tahiti, on y voit aussi la Tour Eiffel. Ce sont les Jeux de la République française et la Polynésie française est dans la République française et elle est fière d'y participer. Le compte à rebours est lancé aussi pour les équipes de la première. Jusqu'au mois de juillet, nous partagerons avec vous la montée en puissance de ce rendez-vous mondial. Juste après ce journal, ne manquez pas l'émission présentée par Marouki Duri. Avec ses invités, il fera le point sur l'avancée des travaux à Te Ahupu'o, l'histoire de la vague de Have-E, mais aussi la préparation de l'équipe de France de surf. Bonsoir Marouki. Qui seront vos invités ce soir ? Bonsoir Cybèle. Eh bien, 4 invités 5 étoiles, on peut le dire, avec le manager de l'équipe de France, Jérémy Flores, déjà vainqueur d'une étape du WCT ici en 2015, ou encore Michel Bourez, notre surfeur professionnel local, accompagné donc nos 2 surfeurs français par Tim McKenna, vidéaste et photographe professionnel. On le connaît puisque depuis plusieurs décennies, il partage ses photos et ses vidéos à travers le monde. Il a contribué au rayonnement de Te Ahupu'o à travers le monde. D'ailleurs, un documentaire va venir retracer son histoire. Te Ahupu'o, la naissance d'une légende, réalisé
par Pascal Markt. C'est un très beau documentaire qui sera donc suivi d'un débat avec nos 4 invités. Barbara Martins-Nio, responsable du site de Tahiti pour le Comité olympique de Paris 2024, est au maquillage. On se retrouve à 19h25 pour aborder 3 thèmes. Les travaux, bien sûr, d'aménagement qui se poursuivent, avec notamment la tour des juges qui est finalisée, la notoriété de Te Ahupu'o au fil des décennies, et puis la préparation de l'équipe de France, ainsi que l'avancée de l'organisation des Jeux olympiques. Ce sera à suivre après ce journal. Et merci beaucoup, Maruki. La préservation des coraux a été l'un des enjeux des préparatifs de ces Jeux à Te Ahupu'o. Et pour cause, le corail est fragile. Lundi, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a donné l'alerte. Un épisode massif de blanchissement des coraux se produit à travers le monde à cause des températures océaniques records. C'est la 2e fois en 10 ans que ce phénomène est observé et la Polynésie française n'est pas épargnée. Le dossier de ce journal est signé Lucille Guichet, Hubert Liao et Teiva Roé. Dans cette partie du lagon de Tahiti, fleurit un petit jardin corallien depuis 10 ans. Des boutures entretenues par les bénévoles de l'association Tamari Pointe des Pêcheurs. C'est dans cette zone qu'on va restaurer régulièrement, où on va transporter les coraux, où on va arracher des algues depuis 10 ans, qui fait que c'est une petite zone restaurée au milieu du lagon. Avec cette sonde, il relève la température et la luminosité du lagon. Ici, il a fait beaucoup trop chaud pour le corail. Il commence par pâlir, puis devient fluo, avant d'être totalement blanc. Et si la température reste élevée trop longtemps, le corail meurt et les algues le recouvrent. Les coraux, au fil des années, sont pas en très bonne santé, on leur laisse pas assez de temps pour récupérer leur place dans le lagon. Et malheureusement, blanchissement, plus acidification, plus plein de perturbations qu'on peut avoir localement et mondialement font que les coraux, là, il y en a moins ou en mauvaise santé et il y a beaucoup plus d'algues. Dans la passe poissonneuse de Arutua au Tuamotu, les coraux sont devenus totalement blancs, comme s'ils étaient recouverts de sable. Et plus aucun poisson. Sur l'île de Moorea aussi, la pente externe du récif accumule les agressions. Il ne reste aujourd'hui plus que 5 à 10% de couverture corallienne, contre 30% auparavant. On a des températures qui sont beaucoup plus soutenues. On l'observe déjà à l'extérieur, mais sous l'eau aussi, on l'observe à l'heure actuelle. On a la température de l'eau qui atteint les 29,6, 29,5. Et on sait justement que le seuil de blanchissement des coraux, en tout cas en ce qui concerne l'île de la Société, est autour de 30 degrés. Avec une eau trop chaude et une trop forte luminosité, l'algue zooxanthelle est expulsée du tissu animal du corail qui redevient transparent. C'est le squelette calcaire que nous voyons blanc. Si la symbiose ne se rétablit pas rapidement, le corail peut mourir à terme. Et il n'est pas le seul à blanchir. Simon van Winsberg rentre d'une mission de recherche sur l'atoll de Reo au Tuamotu. Le bénitier, à l'état sauvage ou en collectage pour l'aquariophilie, y est particulièrement surveillé. À partir de mi-février, la température a commencé à augmenter. Ensuite, elle est restée au-dessus de 30 degrés pendant 40 jours consécutifs. Dans le lagon, seul un bénitier sur 10 a gardé ses couleurs. Lui aussi vit en symbiose avec la zooxanthelle, expulsé en cas de forte température et forte lumière. Simon fait partie de l'équipe qui tente de trouver des solutions pour contourner le réchauffement de l'océan. C'est préoccupant pour les pêcheurs et les aquaculteurs, puisque leur revenu dépend de cette ressource. C'est de trouver des zones au sein du lagon plus fraîches, plus épargnées par ces vagues de chaleur, ces canicules marines. Ou alors de trouver aussi, pour l'aquaculture, des solutions basées sur, par exemple, la lumière. On sait que c'est la température, mais aussi la lumière qui induit le blanchissement. Donc on peut jouer parfois sur les structures aquacoles pour essayer de ombrager un petit peu les bénitiers. C'est des solutions à tester. Il faut faire des tests pour voir si ça fonctionne. Le corail est une protection côtière, mais aussi une source de nourriture et un incroyable écosystème. Il abrite un quart des espèces sous-marines. Il est le cœur de nos lagons.
Direction Taha, où la première pesée de vanille a eu lieu ce matin. Plus d'une trentaine d'agriculteurs étaient présents, ainsi que 5 acheteurs. 155 kilos des précieuses gousses ont été vendus ce matin dans le village de Haamene. Ce sont les agriculteurs de la côte sud-est de l'île qui étaient concernés aujourd'hui. Tout au long de la semaine, l'Epic Vanille va parcourir les communes. Les vanilliculteurs espèrent atteindre les 10 tonnes cette année, car la météo n'a pas été très clémente. Hiti Manaki a recueilli le témoignage d'une agricultrice. Il y a les techniques culturelles à revoir. Il faut aussi, je pense que ce sont les intempéries de l'année dernière qui ont provoqué la chute des gousses, mais pas seulement. Pas seulement. Il y en a aussi qui ont relâché, qui ne veulent plus se lancer dans la vanille. Le rôle de l'Epic Vanille, je pense, d'ailleurs pour Taha, c'est de revoir toutes ces personnes, tous ces producteurs qui ont voulu lâcher peut-être et de donner encore du punch à ces personnes-là pour qu'ils se relancent dedans. Au Tuamotu, à Makemo, le ministère de l'Éducation était en mission de 3 jours pour rencontrer le conseil municipal ainsi que les équipes pédagogiques des établissements scolaires de l'île. 3 points ont été abordés, la mise en place d'un CJA, la rénovation du collège de l'Atoll et les rythmes scolaires. Les précisions du ministre de l'Éducation, Ronit Ipaya, au micro de notre correspondante Philomène Théa-Yonoui. Priorité en tout cas du ministère de l'Éducation, c'est la sécurité des élèves. Il est important que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle aussi on a rencontré le chef d'établissement du collège de Makemo pour voir la rénovation de toutes les structures qui ont besoin. Et, donc un budget a été voté dans le cadre du collectif budgétaire. Et donc c'est pour ça que nous sommes ici aussi pour voir sur le terrain ce qui se passe exactement. Nouvelle parution pour l'éditeur Au Vent des Îles. Il s'agit d'un livre de cuisine, le 2e opus de FlexiFood. Les 2 auteurs reviennent avec 120 nouvelles recettes qu'elles annoncent saines et gourmandes. Mais elles poussent aussi les lecteurs à s'interroger sur notre façon de consommer, de vivre et de s'épanouir dans la société actuelle. Bonsoir Valérie Muller, merci d'être avec nous. C'est vous qui proposez ces recettes avec votre complice Annabelle Montenot-Robert. Elle réalise les photographies de vos plats. Cette fois, vous axez votre ouvrage sur l'alimentation anti-inflammatoire. De quoi s'agit-il ? Bonsoir. En fait, dans la continuité du premier opus, j'ai donc voulu continuer à partager une façon de s'alimenter saine et gourmande, et j'ai effectivement voulu mettre l'accent un peu particulier sur l'alimentation dite anti-inflammatoire. Donc, je fais un petit chapitre dessus avec des explications sur ce qu'il vaut mieux prévoir de mettre à son menu chaque jour, ce qu'il faut éviter plutôt. Qu'est-ce que ça signifie anti-inflammatoire ? En fait, c'est surtout une alimentation qui évite les aliments qui sont pro-inflammatoires, du coup. Donc, comme par exemple les produits animaux. C'est de faire la part belle aux légumes, aux fruits, d'essayer d'éviter un peu les céréales et les laitages. Voilà, c'est en somme du bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout oublier et ne manger que des fruits et des légumes. Ça veut dire juste faire les bons choix, de prendre de la qualité et de faire peut-être moins souvent, de choisir des produits par exemple animaux un peu moins souvent. Par exemple. Alors concrètement, quel type de recettes proposez-vous ? Alors, cette année, pour ce second opus, j'ai commencé par l'apéro, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez ancré dans nos coutumes. Et vous ne prenez pas l'alcool pour autant ? Alors, il m'arrive d'en prendre, mais... avec modération. Voilà, avec modération. Il ne s'agit pas de prôner de ne pas prendre d'alcool, mais simplement de connaître un petit peu quelles sont les recommandations pour rester en santé, on va dire, parce que c'est toujours ça qui est en ligne de mire, la santé. Et puis, beaucoup de salades, de choses fraîches. Il y a des plats, bien évidemment. Alors, la nouveauté, c'est que j'ai réintroduit un peu des recettes avec de la viande, avec du poisson, mais je n'ai pas oublié, évidemment, les recettes végé, parce que voilà, j'aime beaucoup ça. Un plat emblématique, par exemple ? Alors il y en a beaucoup, mais si vraiment une merveille de simplicité et de goût, c'est la chachalade, par exemple. C'est une salade toute simple, mais un peu asiatique, et qui est merveilleuse dans ses parfums et dans ses goûts.
En Polynésie, 70% de la population adulte est en surpoids, donc 40% au stade d'obésité. Est-ce que vos recettes s'adressent à tout le monde et à toutes les bourses? Alors, elles s'adressent évidemment à tout le monde, parce que je ne veux pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je veux simplement partager, moi, quelle est ma vision de l'alimentation santé, sans oublier la gourmandise, parce que je suis une épicurienne. Alors, ça s'adresse évidemment à tout le monde, quel que soit son régime alimentaire. C'est accessible à tous parce qu'on peut remplacer un aliment par un autre. Si, effectivement, acheter des épinards frais est un petit peu cher pour sa propre bourse, on peut mettre du fafa, par exemple. Et au contraire, faire le choix du local, c'est très bien. Vous prenez la bonne alimentation pour un meilleur bien-être en général. C'est un vrai médicament. Je veux dire, la santé passe vraiment, vraiment par l'assiette. Et nous retiendrons ce message. Merci beaucoup Valérie Muller pour ces explications. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le monde de la danse est une fois de plus entaché par une affaire Dice. Un danseur d'un groupe marquisien a été intercepté aux États-Unis avec 3,5 kg de méthamphétamine en sa possession. Les forces de l'ordre américaines l'ont arrêté à l'aéroport de Los Angeles. Le nombre de kilos Dice saisis cette année s'élève déjà à 30 kilos. La une de Tahiti Info demain. Le quotidien vous raconte l'histoire d'un homme qui a vécu 8 mois seul au Tuamotu pour la science. Soirée olympique donc sur la première avec Vevo, le grand magazine. Le documentaire de 26 minutes Te Ahupu'o, la naissance d'une légende, précédera le débat présenté par Maruki Duri. Puis vous pourrez voir un autre documentaire, Objectif Jeux olympiques. Ainsi s'achève ce journal et surtout restez avec nous pour surfer sur les vagues de Te Ahupu'o. Belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.